Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée, Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors quel sera ce nouveau monde aujourd'hui? Eh bien réponse en images. « 44, cette navette nous embarque en Loire-Atlantique. À tout de suite! Et bonjour Kevin. Bonjour Xenia. Bienvenue dans ma navette. Bon, alors on aurait pu atterrir au Vietnam, mais finalement on a atterri à Nantes, parce que c'est aussi une belle partie de ton histoire. Tu es l'un des fondateurs d'Ngo Shoes, qui, comme son nom l'indique, fabrique des chaussures. Donc tu vas nous raconter cette magnifique histoire qui a commencé en 2017, c'est ça? Ouais, ça commence en 2017. Alors l'idée naît en 2016. Je suis pas tout seul dans l'histoire puisqu'il y a Ronan qui est mon associé et ami d'enfance. Okay. On s'est rencontrés au lycée à Basse-Goulaine, très exactement. Donc des locaux, quoi, des vrais. Ouais, moi je suis né à Nantes, j'ai toujours vécu à Nantes. Ronan, lui, est nantais, mais très vite, il s'est un peu expatrié, et notamment au Vietnam. Et avant le Vietnam, en fait, on a beaucoup voyagé tous les deux. Moi, j'étais passionné par l'Amérique latine. Okay. Et c'est plutôt en Amérique latine où j'ai découvert les motifs ethniques, l'artisanat, le fait main. Moi, étant très mauvais de mes mains, ça m'a impressionné. Mais bon de ton cerveau? Oui, alors je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, ouais, l'idée est née là-bas. Et l'envie de travailler autour du commerce équitable, autour du fait main et de créer un cercle vertueux dès le début de l'entreprise. Donc en fait, on est parti de nos valeurs pour créer l'entreprise, plus qu'une idée, un concept. La chaussure est venue après. Oui. Dès le début, on a voulu aller sur le volet social, sociétal et écologique. Donc en effet, on a 3 valeurs, le commerce équitable, la solidarité et l'éco-responsabilité. Le commerce équitable, c'est qu'on travaille avec des artisans, ou plutôt avec des artisanes, puisque c'est des femmes qui ont le savoir-faire au Vietnam. Donc c'est une 50aine de femmes, 3 coopératives. Et le but est de les faire vivre de leur savoir-faire, de valoriser, de préserver ce tissage ethnique qu'on retrouve donc sur tous nos produits qui en font l'identité, l'originalité. Et à côté de ça, on a d'autres fournisseurs au Vietnam. Le but est de travailler au local là-bas, avec une présence de notre place au Vietnam, de manière à casser tous les intermédiaires et d'être en direct avec nos fournisseurs. Donc ça veut dire que toutes les matières premières viennent du Vietnam aussi? Oui, exactement. Okay. On veut se sourcer au Vietnam, et donc on a un salarié là-bas. Ronan, donc lui, mon associé, a longtemps vécu au Vietnam. Quand on a eu l'idée, il y est reparti, et là, il devrait retourner y vivre l'année prochaine. Et en fait, notre présence au Vietnam fait qu'on peut justement casser les intermédiaires et avoir plus de transparence de leur part. Alors évidemment, ils ont des certificats et autres, mais nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir nous assurer de nos propres yeux, créer une relation aussi avec eux de long terme, et casser un peu ce côté opaque de la mode. Dans la mode, la seule chose qu'on a sur l'étiquette, c'est le made in. Oui, c'est ça. Et à quel prix, quoi? Ouais, exactement. Et sauf que dans une chaussure, par exemple, il y a une vingtaine de composants, une vingtaine de fournisseurs, et là-dessus, on n'a aucune info. Donc nous, l'idée, et ça va sortir en 2024, d'avoir un QR code maintenant sur nos emballages, sur nos étiquettes, pour retrouver toute la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement et de production. Comme un peu dans la même veine que ce qu'on peut retrouver sur les packaging de nourriture, finalement. Ouais, c'est un peu l'exemple. Okay. Et d'ailleurs, il y a l'affichage environnemental qui est en train d'arriver aussi dans la mode. Pour nous, c'est pas assez suffisant, donc on va aller plus loin et pas attendre qu'il y ait une normalisation, mais de pouvoir rassurer les consommateurs. Et notre mot d'ordre, c'est aussi de montrer produire au Vietnam ne veut pas dire produire mal. Oui, c'est ça. On peut aussi produire en France, mais les matières, on les a pas en France, elles viennent des 4 coins du monde. Oui, juste d'être assemblé en France, voilà. Parfois. Et au final, on n'a pas d'infos et ouais, c'est pas forcément toujours plus vertueux. Donc voilà, c'est montrer que non, on contrôle tout ça, on connaît nos fournisseurs, on fait bien. On aide aussi à construire des écoles, puisqu'on reverse 2% de notre chiffre d'affaires pour construire des écoles au Vietnam, avec une ONG sur place. Combien d'écoles vous avez construit déjà? 6 écoles depuis le début du projet, on a à peu près une école par an. Oui. Donc plus de 300 enfants scolarisés. Ouais. Et est-ce que, parce que c'est vrai que le Vietnam n'a pas forcément toujours bonne presse sur les conditions de travail, conditions de travail, tu arrives à tirer ton épingle du jeu? Oui, parce que... alors c'est mon ressenti et en aucun cas j'attaque le Made in France ou autre, mais on nous parle beaucoup de Made in France, mais dans les faits, les consommateurs de Made in France au prix du Made in France, il n'y en a pas tant que ça. Donc en fait, on va nous en parler, mais une fois qu'on dit, bah voilà, c'est nous, donc on travaille en digital et en magasin, on a toujours voulu aller en magasin, des grands comptes, des commerces de proximité et autres, donc bah, il y a la marge du magasin. Produire en France,
plus marge du magasin, en sortie, ça arrive à 200, voire plus de 200 euros. Ouais. Ce n'est pas notre clientèle, ce ne serait pas la même clientèle. Donc, si on devait faire ça, ce serait un changement majeur. Et aujourd'hui, surtout dans le contexte économique actuel, le prix est redevenu un sujet prioritaire. On le voit avec le bio, etc. Donc j'aimerais pouvoir faire du Made in France, mais très clairement, je ne crois pas dans la pérennité de Ngo Shoes si on va sur le Made in France. Par contre, évidemment, on étudie la question. Et il se peut que bientôt, une chaussure quand même Made in France sorte. Okay. Alors, c'est pas une annonce parce qu'il n'y a pas de date et autres, mais on a rencontré la Manufacture 49, donc le groupe Eram, à Montjean. Et l'envie est de le tenter. Ce serait dans ce cas-là une paire qui serait que en digital. Donc en B2C et pas en magasin, pour enlever la marge du magasin et arriver sur un prix en dessous les 200 euros. Mais si on fait ça, on a envie d'aller au bout de la démarche et donc d'avoir aussi des matières sourcées en France. Okay. Ou même mieux, et c'est un peu le pourquoi on recule le sujet, c'est qu'on aimerait, vu qu'on est sur le recyclage de nos chaussures usagées, récupérer par exemple ce qui sort du recyclage du caoutchouc, donc de nos semelles, pour en faire d'autres semelles, et donc que tout ça reste en local en France. On est ultra local, là, du coup. Exactement. Donc ça, ce serait le projet top, le Graal, et sur lequel mon associé Ronan travaille. Est-ce que justement, quand on revient au tout début, en fait, vous êtes aussi installé, enfin, vous étiez nantais, mais le fait d'être dans un écosystème nantais avec justement tout ce bassin autour de la mode, vers Cholet, est-ce que c'était facile pour créer, enfin facile, de manière toute relative, mais est-ce que ça vous a encouragé à rencontrer du monde, à entreprendre complètement. Alors la question de se poser à Nantes ou pas, c'est pas vraiment posé parce qu'on était tous les deux nantais et puis à un moment donné il y a le côté vie perso et pratique et habitant à Nantes, je me suis dit bah non, on va évidemment créer la boîte à Nantes. Alors à ce moment-là, Ronan était encore au Vietnam, mais oui, j'en avais pas forcément conscience, même si moi, ma vie d'avant, c'est que je travaillais en cabinet d'expertise comptable chez Baker Tilly. Donc, tu n'étais pas forcément un entrepreneur pure souche, quoi. Pas du tout. Et alors, j'ai même jamais pensé créer une entreprise. Jamais pendant mes études, ni même avant, je me suis dit, je veux créer une entreprise. Je veux accompagner des entrepreneurs et être à leur contact, d'où le fait que j'ai voulu aller en expertise comptable. Mais le déclic de moi créer une boîte, elle est venue très rapidement dans les voyages, comme je disais tout à l'heure. Avec ce coup de cœur pour l'artisanat. Ouais, voilà. Et la quête de sens. On en parle beaucoup dans notre génération, mais ça a été vraiment... les choses vont mal, globalement. Comment je fais pour avoir mon petit impact? Comment je fais pour avoir un impact sur cette société, même si je sais que je ne vais pas changer le monde, même si à 20 ans, j'étais un peu plus convaincu. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment cette quête de sens qui a été le déclic, se dire, OK, je crée une boîte, et ça s'est fait assez rapidement. Et pour finir sur le sujet réseau, il y a un énorme écosystème entrepreneurial à Nantes, sur lequel on s'appuie beaucoup. On fait partie de beaucoup de réseaux, et vraiment, ça nous apporte beaucoup, et j'espère apporter moi-même à d'autres chefs d'entreprise. Et le côté bassin choletais, ça n'a pas forcément été tout de suite le cas, mais ça l'est plus dernièrement et ça le sera plus demain, puisque par exemple Nantes Métropole a décidé d'investir via Nantes Terre de Réemploi dans la mode responsable. On a eu un groupe de réflexion mené par Nantes Saint-Nazaire Développement autour des acteurs du territoire, dont par exemple le groupe Eram. Et ça a donné lieu les 16 et 17 novembre à un événement, les Fashion Green Days à Nantes. Autour de la mode responsable. Autour de la mode responsable. Donc là, pour le coup, on passe un cap en termes d'écosystème nantais et Nantais et sa région autour de la mode éthique. Bah, Cholet, capitale de la chaussure quand même. Oui, exactement. Et la mode éthique, justement, je pense, quand vous avez commencé, c'était plus une niche, non? Ouais, c'était une niche. Alors nous, en 2016, on a l'idée. En 2017, on crée la boîte. Nos modèles, c'est Veja, qui existe depuis 2004-2005, quelque chose comme ça. Donc eux sont vraiment pionniers. On avait d'autres marques qui s'étaient lancées à peu près en même temps que nous, mais honnêtement, on pouvait les compter sur les doigts d'une main. Ça faisait peut-être même un peu peur, un peu une image pas forcément glamour. Ouais, c'était très à dépoussiérer. Oui, c'était je n'osais pas le dire, mais très babos. Voilà, on peut le dire. Tu mettais tes sarouels avec. C'était clairement très babos. Et nous, on voulait justement casser ce côté-là. Et c'est je dirais 2020 où il y a commencé à avoir un essor des marques, notamment sur Ulule, la plateforme de crowdfunding. Et là, on les compte même plus. Les marques de sneakers ou de prêt-à-porter, de cosmétiques et autres qui se lancent.
Il y en a énormément, ce qui permet aussi dépoussiérer justement ça, de montrer qu'en fait, ça reste de la mode, sans parler de valeur haute, ça reste de la mode, avec des choses jolies et tendances. Et puis, ça montre qu'il y a un marché, on en parle davantage, et moi, toute cette concurrence, je la vois pas de façon négative, bien au contraire. C'est presque rassurant, en fait. Clairement rassurant, et puis on a tous on porte tous la même voix et on est plus visible tous ensemble que si on était tout seul, nous, Ngo Shoes, à porter des valeurs. Du coup, encore plus crédible, même s'il n'y a pas besoin de crédibilité pour s'assurer qu'une mode responsable, c'est quand même plus intéressant que de la fast fashion qu'on voit partout aussi. Parce que même si vous continuez d'évoluer, eux aussi continuent, ça continue aussi d'évoluer. Comment on arrive à sortir, à sortir du lot aussi avec ça, quoi. C'est communiquer sur nos valeurs, en effet, mais on doit montrer aux consommateurs qu'on reste une marque de mode. Donc là, c'est le produit. Donc avoir un produit tendance et rassurer sur le côté à la fois qualitatif, durable, confortable de la chaussure. On est face finalement à Nike, New Balance et autres. Donc il faut qu'on puisse, en tant que petite marque, rassurer le consommateur, montrer qu'on fait des choses tout aussi tendances, et c'est plutôt là l'enjeu, plus que sur les valeurs. Et est-ce que tu sens que les habitudes des consommateurs ont évolué aussi dans ce sens-là? C'est moite-moite. Minorité. Ouais. Ah ouais, minorité. Oui, évidemment, on en parle beaucoup plus. C'est un peu le même sujet que sur le Made in France. On en parle beaucoup plus, les médias en parlent beaucoup plus, mais si on regarde la consommation de prêt-à-peu en France ou dans le monde, la fast fashion l'emporte, mais largement. Il suffit de voir le succès de Shine et les quantités astronomiques, parce qu'on en revient toujours au prix. Et donc, nous, notre enjeu, c'est justement de faire évoluer ça. Mais aujourd'hui, ça reste peanuts. L'ambition de cette nouvelle saison aussi, c'est d'embarquer dans un nouveau monde. J'ai vu que vous aviez fait une levée de fonds. C'est, j'imagine, pour continuer à se développer. Est-ce que ça veut dire que vous allez ouvrir votre catalogue ou vous avez déjà ouvert votre catalogue de produits? Alors, en effet, on vient de clôturer notre première levée de fonds. Donc, c'est la première fois qu'on ouvre le capital et donc là, on parlait d'écosystème, par exemple, à des réseaux de business angels nantais, à BAB, par exemple. Et également, on a ouvert le capital à qui veut sur l'ITA, donc à nos communautés, nos clients, nos proches et autres. Ça va servir à 3 choses. L'innovation au sens large dans l'éco-conception, donc continuer ce qu'on fait déjà sur les matières recyclées, aller plus loin sur les matières biosourcées, le recyclage de nos produits, et aussi l'affichage environnemental, la transparence dont je parlais tout à l'heure. La bagagerie, où on a envie d'aller en bagagerie, donc on a aujourd'hui initié ça il y a quelques années, mais de façon beaucoup trop timide et par manque de moyens, on n'a pas été très loin en la matière. Là, on veut sortir une plus large gamme de bagagerie et accessoires, avec en tête le fait qu'il faut que ce soit éco-responsable et en lien avec la mobilité douce, puisque nos clients sont beaucoup en mobilité douce, donc avoir cette compatibilité. Petit sac à dos qui va bien. Voilà, exactement. Et toujours la bande tissée. Oui, on retrouvera toujours cette patte et ce côté tissage main. Et troisièmement, l'international, où aujourd'hui on fait 20% à l'export, principalement en Allemagne, et on veut continuer ça, intensifier ça, avec le marché germanophone et l'Australie, où on a des partenaires sur place. Parce qu'actuellement, vous êtes implanté dans combien de pays? On est dans une dizaine de pays. Maintenant, je compte là-dedans la Belgique, l'Espagne, l'Italie. On va avoir 4-5 boutiques qui nous revendent. Mais justement, c'est de passer d'une stratégie on a quelques magasins à droite à gauche, comme on a pu le faire sur l'Allemagne ou demain sur l'Australie, on a une vraie stratégie d'implantation dans un pays et on s'attache à le faire sur ce pays avant d'attaquer un autre marché. Et d'avoir davantage de stratégies de marché qu'on peut avoir aujourd'hui. Et pourquoi ces 2 pays-là? L'Allemagne et l'Australie. Alors l'Allemagne, c'était une volonté de notre part, puisqu'ils sont plus avancé sur justement la mode éthique, la mode responsable. Et donc, on avait fait ce choix en 2019. On avait participé à un premier salon B2B là-bas. On a rencontré un distributeur qui nous a distribué pendant toutes ces années et nous a aidé à s'implanter sur ce marché germanophone. Et ça marche bien, donc on veut aller plus loin. Et l'Australie, ça a été un accompagnement de Team France Export qui nous accompagne sur les stratégies de marché. On a étudié le marché australien. C'était une bonne opportunité pour nous parce que clientèle jeune, parce que proximité avec le Vietnam. Et donc, on a trouvé un distributeur là-bas. Donc là, on en est au début de l'histoire et on espère que ça va prendre forme. C'est tout ce qu'on vous souhaite finalement. Ouais, c'est une chouette aventure
qu'on compte continuer, Ronan et moi, et avec notre équipe. Parce que maintenant, oui, c'est ça. Combien vous êtes maintenant? Là, aujourd'hui, on est 9 dans l'équipe Ngo et on est en train de recruter 3 personnes actuellement, Market, Com et Commercial Export, justement. Donc l'équipe va gentiment s'agrandir, même si on n'est pas une boîte de la tech, on ne va pas passer à 200 d'un coup. Enfin, tu sais pas, les Australiens, ça se trouve, ils vont se dire waouh. Ouais, mais bon, il y a des logiques de marge haute qui font qu'on ne peut pas avoir une croissance aussi exponentielle que dans d'autres secteurs d'activité, mais de toute façon, ce n'est pas ce qu'on recherche. On a toujours fait les choses petit à petit, étape par étape, et on veut continuer de la faire comme ça. Et justement, si tu devais partir avec un seul objet dans ce monde, ça serait quoi? À part des chaussures. Ouais, il y a des chaussures, mais c'est trop facile. Un sac à dos, du coup. Un seul objet, non, je dirais un vélo. Un vélo. Un vélo, parce que je suis passionné de cyclisme, je fais partie d'une famille de cyclistes. Moi, j'en fais pour aller au taf, mais aussi beaucoup en compétition. Je dois faire 15 000 km par an. Dans les sous-bois, sur la route, en course. Voilà, je suis vraiment un passionné de vélo. Et donc, s'il y a bien une chose qu'aujourd'hui, je ne peux pas me passer, c'est le vélo. Donc, peu importe où dans le monde, et c'est le cas d'ailleurs, peu importe où je vais, j'ai un vélo. Donc ce serait ça. Et en plus, ça a le mérite d'être... zéro impact. Voilà, à part pour tes genoux. Oui, encore que, une fois qu'on a une bonne étude posturale, c'est vraiment, sauf à chuter, il n'y a pas de risque à se blesser en vélo. Très bien. Et la prochaine fois, tu rejoindras le Vietnam en vélo. Et puis là, tu auras... Gros challenge. Ta dose. Peut-être un jour, en vrai, je dis pas. J'ai déjà fait des trips en vélo comme ça, jamais aussi loin que le Vietnam, mais en vrai, ce sera un chouette projet. Il faut prendre le temps. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous, en tout cas. C'était très intéressant et très inspirant. On te souhaite plein de magnifiques choses dans ce nouveau monde et dans ces nouveaux axes de développement. Et puis, à très bientôt. Merci pour l'invitation, merci pour la découverte de ce bel aéronef. Que je trouve impressionnant. Et encore une fois, on revient sur le fait main. Le fait qu'il a été fait à la main ici, je trouve ça vraiment chouette. La force de l'artisanat. Ouais, toujours la même chose. Exactement, et les idées. Donc, merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci à toi. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de votre web série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.